Alors donc j'aurai mon intervention en deux étapes. D'abord le discours officiel que je vais vous livrer et une tentative de réaction à ce qui a été dit. Mais des choses qui sont utiles, je crois, pour les uns et les autres. Je voudrais commencer par remercier le REAO parce que le fait de donner cette occasion aux Maliens et à leur gouvernement d'échanger, je pense que c'est aussi utile que le traitement du thème proprement dit. Je voudrais donc les féliciter pour cette initiative. Quand je les ai reçus d'ailleurs la semaine passée, j'ai exprimé ma grande satisfaction quant à l'initiative. Je voudrais aussi saluer les deux intervenants, les deux conférenciers sur lesquels je vais revenir. Nous avons vraiment bénéficié de leur expérience. Comme quelqu'un l'a dit, ils ont tous travaillé au plus haut sommet de l'État. L'un a été ministre, et mon collaborateur, je peux en témoigner, et l'autre a été conseiller du président de la République. Madame la présidente du REAO Mali, Mesdames et Messieurs les membres du REAO Mali, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires du REAO Mali, chers conférenciers, distingués invités, c'est un réel plaisir et un honneur pour moi de présider la rentrée annuelle du REAO Mali. Cela participe de l'intérêt, de la considération et surtout de l'esprit positif et constructif à créer entre le secteur privé et public un cadre de dialogue, de partage d'expériences en vue de faire des recommandations fortes et de qualité sur les questions économiques en général et sur d'autres sujets de gouvernance tels que sociopolitique et refondation de l'État. La question de la refondation, je reviendrai là-dessus largement. Nous sommes effectivement dans un processus de refondation. Et je crois que le développement que le ministre de l'Industrie et du Commerce vient de faire et les informations confidentielles qu'il vous dit qu'il garde par devers lui nous indiquent clairement qu'il faut refonder l'État malien. On ne peut plus continuer comme avant. Paraître, ça ne veut plus rien dire. Avant, moi j'étais ministre de l'Industrie et du Commerce, les gens viennent rentrer dans votre bureau, ils vous envahissent, ils sont dans des grands boubous brodés, mais en réalité, quand vous regardez derrière, il n'y a aucune activité économique. C'est de l'intimidation, souvent que les uns et les autres font. Les vrais acteurs économiques, eux, ne parlent pas beaucoup. Vous savez, le monde des affaires, ils n'aiment pas le bruit, comme on dit. L'argent et les affaires n'aiment pas le bruit. C'est les hommes politiques qui font beaucoup de bruit. Quand vous voyez un homme d'affaires faire beaucoup de bruit, il faut vous dire que lui, là, il cherche juste à impressionner les politiciens. Ce n'est pas pour travailler. Mesdames et messieurs, le thème de cette rentrée annuelle du REAO Mali, je cite, de l'État régulateur à l'État marchand, réalité et perspective. Ce thème soulève et pose la problématique du positionnement de l'État vis-à-vis des acteurs économiques et singulièrement du secteur privé. J'apprécie cette initiative des chefs d'entreprise que vous êtes pour la promotion de l'entrepreneuriat dans un écosystème financier sécurisé et dynamique. Aussi, je ne doute point un seul instant de votre réelle motivation et de votre souci constant quant à l'amélioration continue du climat des affaires au Mali. Nous suivons avec intérêt les différentes activités du REAO Mali, telles que le CEO Talk, les Vénibénaires, toutes deux qui posent toujours différentes problématiques dont les conclusions et recommandations et surtout les échanges qui en découlent nous permettent en tant que dirigeants de nous enrichir dans les prises de décision. C'est donc l'occasion pour moi
de vous adresser mes vives félicitations pour ces contributions de qualité à la construction de notre pays cher à nous tous. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que sous l'impulsion du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le pays vient d'entamer le dialogue intermalien, notamment dans sa phase communale et régionale. Dans cette même dynamique, je vous invite à prendre pleinement votre part et jouer votre partition à ce dialogue entre tous les Maliens, où qu'ils se trouvent, où qu'ils soient et de quelque bord qu'ils soient. Je reviendrai là-dessus d'après ce que Mao nous a dit, l'un des contributeurs. Il a rappelé une citation de Marx, que celui qui ne connaît pas l'histoire est appelé à le répéter permanemment. Vous aurez constaté depuis plus de 7 mois, dans toutes mes interventions, je parle beaucoup plus d'histoire. Certains pensaient même que je suis un historien, en oubliant que je suis un ingénieur de télécommunications. Je fais cela pourquoi? Parce que la plupart des acteurs politiques au Mali et en Afrique en général, ils n'intègrent pas l'histoire dans leur action. Or, on n'invente rien dans ce monde. Tout ce que vous faites a été fait. Votre rôle, c'est de bien tirer les leçons de ce qui s'est passé. Nous, actuellement, pour refonder l'État malien, nous faisons tout pour tirer le maximum de leçons de ce qui s'est passé dans notre pays de 1960 à 2012. Sinon, à 2021. Vous aurez constaté que dans le dialogue intermalien, il n'y a pas d'exclusion, c'est tous les Maliens. Quand vous regardez le panel qui organise ce dialogue, vous avez les hommes de tous les régimes. Parce que chacun de ces régimes a voulu faire ce qu'il pensait être bien. Il s'est peut-être trompé. Les uns ne sont pas plus patriotes que les autres. Peut-être c'est les façons de faire qui étaient différentes. Et donc, pour reconstruire la nation, nous avons décidé, contrairement à ce qui se faisait dans notre pays, de n'exclure personne, de faire appel à toutes les énergies des Maliens. Vous savez, ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui est le suivant. Tout ce qu'il y a en Afrique avec ce qu'on appelle les partenaires pour la sécurisation du Mali, ça se passe depuis 1885. Depuis cette date, ce qui est dit et ce qu'ils font, c'est totalement différent. En 1885, à la conférence de Berlin, qui a partagé l'Afrique, il n'a jamais été dit que les uns et les autres vont en Afrique pour coloniser. Les deux grandes conclusions sorties de cette conférence étaient les suivantes. La première, c'est qu'en Afrique, il y a deux grands fleuves, le Congo et le Niger. Donc les grandes puissances venaient pour aider à réglementer la circulation sur ces deux grands fleuves. Deuxième grande conclusion, les grandes puissances vont en Afrique, la France pour apporter sa mission civilisatrice, l'Angleterre pour apporter les 3C, civilisation, commerce et christianisme. C'est ce qu'il y avait dans cette conférence. Il y avait 14 nations, il y avait les Américains, il y avait les Russes, il y avait beaucoup de gens, mais les principaux étaient ceux-ci. Le roi belge a eu le Congo comme propriété, récompense. Mais au Congo, pour reconstruire la route Congo-Océan, plus d'1 million de morts de Congolais ont été tués. Mais personne n'appelle ce roi un dictateur ou un assassin, parce que c'est ce qu'il voulait. Les autres Africains, on les a poussés à la guerre, on les a opposés, on les a occupés. Souvent, certains frères vont tuer leur autre frère pour être chef. Quand on sait qu'il a fini de tuer l'autre, on le tue lui-même. Et la tribu reste sans chef.
Après, on l'occupe. On a fait 70 ans dedans. Après, on nous a dit, il y a eu le nazisme. On a dit aux Africains, vous allez nous battre. Quand le monde sera libre, vous aurez la liberté. Mais qu'est-ce qui est advenu des soldats africains qui sont partis? Tout le monde le sait. Je ne reviens pas sur les détails parce que c'est très affreux à raconter. Je vous dis juste la partie qui est connue. L'ancien Premier ministre français, Pierre Messmer, qui a dirigé la décolonisation, il dit ceci dans ses mémoires. En 1960, nous avons donné l'indépendance à ceux qui l'exigeaient le moins, après avoir éliminé politiquement et militairement tous ceux qui exigeaient l'indépendance, qui voulaient l'indépendance avec intransigeance. Allez-y savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'au moment de l'indépendance, après avoir proposé aux Africains différentes combinaisons, comme l'Afrique, l'Amérique et l'Union soviétique faisaient les pressions sur les puissances colonisatrices pour décoloniser, la Hollande, l'Espagne, l'Angleterre sont partis, nos colonisateurs sont partis pour mieux rester. On nous a proposé l'Union française, toutes sortes de combinaisons administratives. Lorsque cela n'a pas marché, on est allé à l'indépendance. Mais en veillant quoi? En organisant ce qu'ils viennent de dire, c'est-à-dire dans tous les pays, là où les dirigeants voulaient l'indépendance avec intransigeance, là où les gens ont refusé de voter pour l'Union française, comme au Cameroun. L'Union des populations du Cameroun a gagné. On a organisé la guerre civile. Détruit des villages, brûlé des villages en napalm, assassiné les dirigeants. En Algérie, on a brûlé des femmes, des villages entiers. Après avoir enterré les gens, on a déterré les corps pour les brûler, afin qu'aucune organisation de droits de l'homme ne vienne vous fouiller dans les tombes. C'est comme ça qu'on est allé. Mais ceux qui ont organisé ça, mais c'est des héros dans leur pays. L'Inde, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Indiens, ils sont morts de faim. Le riz était exporté pour nourrir les militaires anglais. On a cassé les usines. Les gens sont morts. Le coton est exporté pour faire des choses pour les soldats britanniques. Mais ceux qui ont organisé, c'est des héros dans ces pays. Mais en Afrique, on travaille les cerveaux. Quand on utilise certains, comme Mobutu Sese Seko, qui était la place tournante contre tous les nationalistes africains dans les années 60. Quand on n'avait plus besoin de lui en 1990, on a dit que c'est un dictateur. Et tous les intellectuels africains se sont mis à chanter. Mobutu est un dictateur, ainsi de suite. C'est la même chose chez nous. On est allé aux indépendances. Ensuite, c'était la série des coups d'État et le régime de parti unique. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ce qu'on appelle les prix des termes de l'échange. Parce qu'en ce moment, qu'est-ce que les gens vendaient? Le cacao, le coton, l'or, et ainsi de suite. Le Mali ne produisait pas autant de coton et d'or. Comme les prix sont fixés ailleurs, on a cassé les prix par 2 ou 3. Au moment où la population augmentait. Donc, on a mis dans les têtes des citoyens, les jeunes, les intellectuels, que c'est parce qu'il n'y a pas de démocratie qu'il y a des problèmes financiers. On a renvoyé les présidents. Constatez seulement, prenez tous les pays sans exception où les régimes politiques ont changé après la conférence de la Baule, dans les pays francophones. C'est les guerres civiles, les coups d'État à répétition. Aucun. Burundi, Rwanda, Congo, Zaïre, Tchad, Niger, Mali. Aucun n'a échappé. Un pays de 10 millions d'habitants, on crée 200, 300 partis. Y a-t-il 203 projets de société pour les mêmes partis? Moi, j'ai reçu des partis à la primature. Quand ils se sont présentés, j'ai demandé la liste de présence. J'ai dit à chacun d'écrire sa profession, son numéro de téléphone.
je vous assure que si je vous dis ce que j'ai vu dans ces tableaux, j'ai préféré les garder pour moi-même. Parce que c'était tout sauf des partis politiques. C'était des gens qui n'ont aucun projet de société. Donc, on multiplie les partis sur des bases ethniques, religieuses. De la démocratie, on est allé à la lutte contre le terrorisme. Est-ce que vous savez que depuis 2000, s'est tenue une conférence stratégique en Côte d'Ivoire où ça a été demandé, est-ce qu'à l'horizon 2015, il ne serait pas nécessaire qu'il y ait des bases militaires de l'Union européenne dans le Sahel? Savez-vous qu'à cette conférence, c'est le représentant du Mali, qui était l'un des premiers à dire que cela est nécessaire. 2000. Donc ce qui s'est passé chez nous en 2013-2015 était programmé depuis 2000. On a envahi on a détruit, émasculé notre armée, désorganisé le système éducatif. Et puis le pays est occupé. Et puis on nous dit qu'on vient lutter contre le terrorisme. 3 arguments. Premièrement, l'objectif des forces internationales, c'est de détruire le terrorisme. En 2013, le terrorisme était confiné à l'extrême nord du Mali. 7 ans après, alors que nous avons 50 000 forces étrangères sur nos territoires, le terrorisme a envahi 80% de notre territoire. Le terrorisme a occupé le golfe de Guinée. Le Burkina Faso et le Niger n'étaient pas occupés par le terrorisme en cette période. À la Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, des incursions sont faites. Mais on est assis, on chante, démocratie, on est venu lutter contre le terrorisme. Donc ça veut dire qu'on nous a mis des lunettes en bois en 2013. L'objectif, ce n'était pas de lutter contre le terrorisme, sinon il n'allait pas s'épandre à toute l'Afrique. Deuxième objectif, on dit que les forces internationales sont là pour que le Mali recouvre, la France impose l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Mais ce sont ces mêmes forces internationales qui ont interdit à l'armée malienne de rentrer à Kidal, en créant par le même coup une enclave, un État dans l'État. Chaque année organise des fêtes d'indépendance. Des diplomates viennent superviser, des marches se font. Et les Maliens sont assis, on leur parle de démocratie. Ça veut dire que le fait de dire que c'est pour imposer l'autorité de l'État, c'était du mensonge. C'est pour nous tromper. Troisième chose, on dit que les forces internationales viennent pour l'application des résolutions des Nations Unies. Ces résolutions, allez-y les comparer. Si vous les lisez d'une année à l'autre, elles changent exactement comme vous changez votre chemise quand elle est sale. Chaque année, c'est de nouvelles résolutions. Les contenus sont totalement différents. Mais on nous a mis cette camisole-là, et c'est pour cela que nous avons analysé que l'ensemble de ces forces internationales, c'était en réalité une camisole qu'on nous a mis sur la tête pour que nous ne voyions rien. Quelques dirigeants sont choisis, encensés, et dans 15, 20, 30, 40 ans, les Maliens vont se réveiller et brutalement ils vont constater que la division de leur pays est devenue irréversible. Tous ceux qui dirigent, toute la génération de ceux qui dirigent auront disparu, soit par la mort, par autre chose. Mais en tout cas, la partition du Mali va aller s'imposer. Et le terrorisme allait s'étendre dans tous les pays africains. Les pays allaient être émiettés. Nous savons qu'il y a une loi votée en France en 1957 sur la partition du Mali, qui n'est pas encore abrogée. Donc c'est l'application de cette loi-là qu'on ramène aujourd'hui, manipuler les élites politiques, les élites militaires, les monnaies. Parce que ce système-là s'appuie sur l'élite politique, l'élite militaire et la monnaie. C'est comme ça qu'on maintient les Africains en termes de servitude. Quand un régime ne leur convient pas, on manipule l'intelligence, on fait des soulèvements, et puis des militaires font un coup d'État. Récemment, j'ai vu d'ailleurs un haut responsable d'un pays occidental expliquer que ce qui arrive au Mali, au Niger et au Burkina, c'est parce que depuis quelques années,
on n'envoie pas des militaires en formation dans ce pays. Est-ce que vous savez que séance tenante, le Sénat a donné 40 bourses, dont 10 bourses pour chacun des 3 pays d'Afrique de l'Ouest, que je ne vais pas citer pour des raisons diplomatiques, en tout cas nous les connaissons, et une autre pour l'Afrique de l'Est. Donc ils vont aller faire les formations et puis on va s'attendre. Vous avez l'intelligentsia. La plupart de ceux qui animent les partis, ils n'ont aucune connaissance de l'histoire. Or, si vous ne connaissez pas l'histoire, vous êtes appelés à tourner en rond. Quand on a dit qu'on ne fait pas les élections chez nous, il y a quelqu'un qui dit de faire les élections. J'ai dit, mais mon frère, chez toi, le village, on est en train de tuer les gens, tu ne peux pas aller à des élections. Mais parce qu'il a été prendre le dîner avec un ambassadeur d'un pays étranger ici, il sort, il vient dire qu'il faut des élections. Mais dans ces pays-là, est-ce que c'est comme ça? Ça ne s'est pas passé comme ça. Au Mali, nous sommes retrouvés en 2021, et c'est important que les Maliens comprennent, divisés en 2 camps. Ceux qui disaient il faut d'abord restaurer la souveraineté du Mali, il faut sauver la vie des Maliens. Et d'autres qui disent faisons des élections tout de suite. Le résultat allait être, on allait avoir un pouvoir politique nominalement démocratiquement élu, mais faible et intrinsèquement incapable de restaurer la souveraineté du Mali. Or, un État, quel qu'il soit, quelle que soit la façon dont les dirigeants viennent, un État qui ne peut pas assurer la souveraineté militaire d'un pays, ça n'existe pas. Il y a des souverainetés qu'il faut s'imposer pour qu'un État soit, un gouvernement soit légitime. La souveraineté physique, la vie des citoyens. La souveraineté alimentaire, un État qui ne peut pas nourrir ses citoyens, il ne peut pas être légitime. Que vous venez par des élections, votre père vous a donné par succession dynastique ou par coup d'État. Si vous ne pouvez pas nourrir votre population, vous pouvez être légitime. La souveraineté sanitaire, il faut la souveraineté éducationnelle. Il faut pouvoir éduquer votre jeunesse pour qu'elle comprenne. Une fois qu'un homme est sécurisé, il veut manger. Quand il veut manger, il veut apprendre. Et quand il veut apprendre, s'il est malade, il veut se soigner. Un gouvernement qui ne peut pas assurer le minimum à son population dans ces domaines, quelle que soit la façon dont il vient, il ne sert à rien du tout. Or, on cherchait à installer à la tête de l'État des gens qui sont intrinsèquement incapables de faire cela. Mais ils sont dans les avions, on les reçoit, on nous impressionne à la télé, on les montre, ils descendent bien cravatés des avions, ils parlent les bonnes langues étrangères et ils dirigent l'Afrique. C'est le sort qui nous était réservé. Ça, c'est le groupe qui voulait restaurer la souveraineté du Mali et sauver la vie des Maliens. Il y a un autre groupe qui dit non, allons-y à des élections tout de suite. Pourquoi faire? Pendant ce temps, on brûle des villages entiers, des femmes sont égorgées. En Délimane, est-ce que vous savez ce qui s'est passé? C'est au nord d'Ansongo. C'est une base qui a été financée par la MINUSMA, construite par Barkhane, dans le désert. Imaginez-vous, ils ont oublié, entre guillemets, de faire un puits pour avoir de l'eau. Or, vous savez très bien que dans la vie d'un homme, a fortiori dans le désert, le premier besoin, c'est l'eau. Donc, les soldats maliens sont obligés de sortir, aller se promener dans les hameaux pour trouver des forages. Les terroristes scrutent leur passage, ils les surveillent, un jour ils tombent sur eux, ils les tuent tous. Ils prennent le camion, ils mettent des bonbons d'explosifs, ils rentrent dans le camp d'Indélimane. On fait exploser. Les soldats meurent. Le peu qui ne sont pas morts, on fait 7 heures à appeler les forces internationales au secours. Personne. Barkhane, MINUSMA, ils disent qu'ils ne sont pas venus pour faire la guerre. Ils sont venus pour la sécurité. Les Maliens, on les a tous tués. Des villages entiers sont brûlés. La MINUSMA au centre, ce n'était pas dans les missions de la MINUSMA au centre. On est venu au centre pour que nous n'oublions le Nord. Or, le Nord, on a créé un État dans l'État. On a fait importer des Tchadiens et des Soudanais. On exploite de l'or. On délivre des permis. L'or va où? Pas au Mali. Il y a une oligarchie à Bamako. Quelques dirigeants de partis politiques
des militaires, des juges, une minorité, c'est eux qui profitent de ces richesses. Le gros des richesses va à l'extérieur. Les populations de Kidal, de Gao, Tombouctou ne voient rien. Mais ceux qui dirigent ça, leurs enfants sont dans les grandes écoles. Ils ont des piscines à Bamako. Ils ont des châteaux. Voici le sort qui nous était réservé. Eh bien, à partir de la rectification de la transition, nous avons décidé d'inverser le cours de l'histoire. En quoi faisant? En donnant la priorité à la sécurité du Mali, à la vie des Maliens et à sa souveraineté militaire. Et c'est cette camisole de force qu'on nous a mis sur la tête. Ces forces internationales, Takuba, G5 Sahel, Barkhane, MINUSMA, ECAP, EUTM, que sais-je encore. Nous avons décidé de détricoter cette machine infernale. Ça nous a pris 2 ans. Takuba est venu ici, on leur a demandé, les Danois, qui vous a autorisé à venir ici? C'est un pays européen qui leur a dit de venir, parce que le Mali lui appartient. Ils disent que c'est l'ancien président qui a signé un papier. On dit, mais l'ancien président n'est plus là. Deuxièmement, nous avons lu le papier de l'ancien président. C'est écrit là-dedans qu'il y a une force internationale qui est au Mali. C'est en relation avec les forces maliennes qu'elle s'implante. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué? Nous ne pouvions même pas faire d'entraînement sur notre territoire. Quand on veut aller, on nous dit non, c'est la force d'entraînement nocturne de Takuba. Ensuite, on avait beaucoup de pays européens qui ont fait des demandes de venir. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'on voulait transformer Menaka en une base d'entraînement pour les forces spéciales des pays européens. Mais ce n'est pas pour lutter contre le terrorisme. C'est ça le rôle de Takuba. Et j'ai expliqué que Takuba, en Soraï, en Tamashek, ça veut dire diviser. Nous avons chassé Takuba. On est allé à G5 Sahel. Il est mort de sa belle mort. G5 Sahel, c'était le Niger, le Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Tchad. Mais c'est des pays extra-africains qui décident où est-ce qu'il faut se réunir et pourquoi. Et quand le tour de Mali est arrivé, ils ont posé leur veto. Nous avons compris que les Africains ne veulent pas être indépendants. Nous avons quitté G5 Sahel et il est mort de sa belle mort. Nous sommes arrivés à Barkhane. Les populations de Gao se sont occupées de Barkhane. Ils ont quitté la nuit. C'est à la frontière avec le Niger qu'ils ont dit qu'ils ont été chassés. L'étape suivante, c'est le papa de tout le monde, c'était la MINUSMA. Vous savez ce qui lui est advenu. Et nous avons chassé MINUSMA. Le jour où on devait se rencontrer à Kidal, c'est comme si on rencontre à 10 h, on nous dit qu'ils sont partis depuis 8 h. Nous venons demander pourquoi, ils disent que c'est pour une question de sécurité. Mais vous venez sécuriser les Maliens et vous-même vous fuyez pour des questions de sécurité. Mais ça, c'est quoi ça? Mais en réalité, ils ont transféré nuitamment toutes les armes lourdes, tous les blindés aux terroristes. Donc c'était prévu que Kidal, nous ne pourrons pas la prendre. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que la direction du Mali a changé. Nous avons un nouveau chef suprême des armées. Nous avons un nouveau ministre de la Défense. Un nouveau chef d'état-major. Mais c'est les mêmes militaires. On les a réorganisés. Et nous avons choisi des partenaires stratégiques qui ne jouent pas à l'hypocrite. Les Russes, les Turcs, les Chinois et d'autres. Nous avons détruit toutes les armes qu'ils ont transférées notamment aux terroristes. Et nous avons pris Kidal, comme on dit en Bambara, même la poule n'a pas quitté les œufs, elle n'a pas eu peur. C'est comme ça que Kidal a été pris. C'est à partir de ce jour, le 14 novembre, que nous avons compris que tous ceux qui disaient d'aller à des élections pour faire élire des gens tout de suite, ils jouaient, qu'ils le sachent ou non, ils jouaient le jeu des ennemis du Mali. Et Kidal a été pris le 14 novembre 2023. Ce jour-là a été baptisé le jour de la souveraineté retrouvée du Mali. Mais dès que Kidal a été pris, nous sommes des hommes raisonnables. La guerre peut être gagnée par une minorité déterminée, mais la paix qui est plus difficile à construire ne peut pas se faire sans tous les Maliens.
Et c'est pourquoi immédiatement, le président a mis en place le comité de dialogue intermalien, où nous appelons tout le monde, indifféremment des régimes auxquels les uns et les autres ont appartenu, indifféremment du rôle que les uns et les autres ont joué dans la rébellion, pourvu que vous acceptez les 3 principes qui sont édictés par notre président et qui sont aujourd'hui écrits en lettres d'or dans notre constitution. Premièrement, reconnaître que le Mali est un État souverain. Deuxièmement, nous laisser le libre choix de nos partenaires stratégiques. N'eût été les drones que nous avons acquis auprès de nos amis turcs, avec lesquels nous avons détruit tout ce qui est en train de se fomenter là-bas. Vous croyez que Kidal allait être libre? Il fallait la détermination de nos soldats, du chef d'État, comme j'ai dit à tous les Maliens. Qu'est-ce qui a changé au Mali? C'est le même pays, c'est les mêmes terroristes. Avant, on disait qu'au Mali, il n'y a pas de soldats. Dès que vous tirez, ils fuient. Mais normalement, justement, ils fuient. Parce que les soldats n'achètent pas l'équipement militaire. C'est le politique qui achète. Quand vous décidez d'acheter 6 hélicoptères pour votre armée, et il se trouve un homme qui détourne cet argent, qui rentre dans les avions, il a des cravates, il sort, il parle le bon français, on dit qu'il est un dirigeant. Quand vous commandez 6 avions de combat, des gens détournent cet argent. Et on dit que c'est des dirigeants. Et on se moque des militaires maliens pour nous mettre dans le cerveau que le Malien n'est pas capable de se battre. Mais il a suffi qu'on change la direction du pays, qu'on ait un nouveau chef suprême des armées, un nouveau ministre de la Défense, un nouveau chef d'état-major des armées, avec les mêmes soldats. Nous avons reconquis la souveraineté de notre pays. Avant, nous ne pouvions même pas acheter des simples lunettes à vision nocturne. Nous ne pouvions pas acheter un avion. Nous en avons payé un avion avec les Espagnols. Cet avion a fait plus d'1 an parce que les États-Unis ne voulaient pas qu'on nous le donne. Un simple avion de transport. On nous dit élection. Dans ces pays, j'ai expliqué que lorsque De Gaulle a pris le pouvoir en 1945, le premier gouvernement qu'il a formé, la première mission, c'était de traquer les fascistes juste dans le dernier retranchement. Ce n'était pas d'organiser des élections. En Angleterre, à la guerre mondiale, la première guerre, quand Churchill était ministre des armées, la grève c'était un droit reconnu par la Constitution. Lorsque les ouvriers des usines militaires, des usines d'armement voulaient aller en grève, il leur a dit ceci. Ok, mais tous ceux qui ne seront pas à leur poste de travail le lendemain, il va leur faire l'honneur d'aller défendre l'Angleterre au front militaire. Mais le lendemain, tout le monde était à son poste. Personne ne nous a parlé de violation des droits de l'homme. Aux États-Unis, le Patriot Act, ils l'ont pris. Lorsqu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait le risque d'être envahi par le communisme. Mais même si ton camarade, ton voisin va te dénoncer comme communiste, tu es foutu pour jamais. Cette loi a été revotée après les événements de l'attaque des tours jumelles. Pratiquement les élus l'ont voté à l'unanimité. Mais là-bas, le gouvernement avait le pouvoir d'arrêter n'importe qui. Il n'avait plus besoin de l'autorisation d'un juge pour poursuivre et arrêter toute personne considérée comme un ennemi des États-Unis ou qui discrédite leur gouvernement. Qui a parlé d'atteinte à la démocratie en ce moment? On en a parlé, mais ils ont fait ce qu'il fallait. Parce que quand la vie de la nation, l'existence de l'État malien, la vie des Maliens est en cause, on ne peut pas venir nous dire de faire des élections tout de suite. Nous avons décidé de restaurer la souveraineté du Mali, de sauver la vie des Maliens et en une deuxième étape, aller à des élections. Donc le processus de stabilisation du pays est dans sa phase que nous sachons va être irréversible. Nous sommes aujourd'hui, les Maliens ne le savent pas, dans un corps à mort avec les ennemis du Mali. Comme aujourd'hui on peut aller partout, on n'a pas besoin d'autorisation. Donc ils décident de nous épuiser. On attaque à Andrambokan,
on attaque à Kaï, on attaque à Bamako, on attaque à Sikasso, on attaque à Kidal pour nous user. Pendant ce moment, ils cherchent des relais dans notre pays pour organiser des troubles politiques. Or, nous avons un exemple dans l'histoire. Avant la chute des ATT, au moment où l'État malien était menacé de tomber, mais il y a des hommes politiques qui ont organisé des manifestations ici pour demander aux militaires de ne plus se battre. Il y a des militaires qui ont décroché à cause de ça. Nous savons les quotas qui sont pris au Mali pour lancer cela. Des milliers d'ONG sont au Mali qui travaillent contre l'État malien. Il y a une ONG qu'on a dissoute récemment. Vous savez, dans ces documents, elle agit de Kaï à Tombouctou pour s'occuper des puits, des maraîchages et ainsi de suite. Mais on s'est rendu compte qu'elle était implémentée à Kidal pour s'occuper d'actions humanitaires. Donc tout l'argent à travers ces ONG va là à Kidal. Et on le donne, on le diffuse aux terroristes. Nous avons décidé de détricoter ce mauvais tissu. Toutes ces ONG, ces organisations qui n'ont pas de récépissé ou qui font autre chose, nous allons les démanteler un à un. Donc, le processus de stabilisation de la souveraineté de l'État malien. 1. Les conclusions du dialogue intermalien, donc de tous les Maliens. C'est les deux combinés qui vont permettre à l'État malien, de façon souveraine, de décider quand est-ce qu'il faut faire les élections. Parce que les élections, c'est une étape dans le processus démocratique. Mais un processus démocratique dans un État qui n'existe pas, c'est une illusion. Et nous savons pourquoi on voulait nous amener à cela. Nous avons dit non. Et cela, il faut qu'on l'explique aux Maliens. Il faut que vous compreniez. Parce que certains disent qu'ils ont interdit les activités des partis politiques. En réalité, ce n'est pas tous les partis qui sont dans ce jeu. En 2012, ce n'est pas tous les partis. Mais quand le pays est tombé, tout le monde en a fait les frais. Aujourd'hui, ce n'est pas tous les partis, les ONG qui sont dans ce jeu. Mais si nous faisons les naïfs, nous faisons de l'angélisme, on oublie un cours de l'histoire. Hitler est venu au pouvoir en Allemagne à travers la démocratie. Donc nous n'allons pas nous asseoir avec ces radios qui parlent pour dire laissez faire. Chaque pays résout ses problèmes en fonction de la vie de la nation et de leur analyse. Mais en Europe, il y a deux pays qui sont en belligérance, l'Ukraine et la Russie. Quand il fallait faire les élections en Ukraine, le président ukrainien a dit qu'il ne fait pas d'élections parce qu'ils sont en guerre. Mais qui a entendu l'ONU protester? Qui a entendu l'Union africaine? Qui a entendu la CEDEAO? Qui a entendu l'Union africaine? Mais en Russie, ils ont fait les élections. Là-bas, on a parlé plutôt des résultats. Ça veut dire que nous demandons qu'on nous laisse tranquilles. Et tous ceux qui font de la propagande pour déstabiliser l'État malien, ils vont nous trouver sur leur chemin. Moi, j'ai écouté quelqu'un, une radio, on dit ouais, que le gouvernement de transition a reporté les élections. Et puis il y a un Malien qui ment, j'étais son nom pour ne pas le discréditer, qui dit, écoutez la voix de l'Amérique ce matin, à 9h. Il dit que la charte de la transition révisée a prévu de tenir les élections le 26 mars. Et que c'est en violation de la charte que les élections sont prolongées. Ça veut dire que lui n'a pas lu la charte. Ce n'est pas dans la charte. Dans la charte, c'est dit que la fin de la transition est définie par les conclusions des assises nationales de la refondation. Or, les assises ont dit la transition, c'est de 6 mois à 5 ans. Ça ne veut pas dire qu'on va faire 5 ans. Pas du tout. Mais personne ne va nous amener à faire les angéliques, écouter ces radios internationales, nous intoxiquer, nous travailler le cerveau pour venir placer à la tête de l'État malien un aventurier qui va encore détruire notre armée et nous faire retourner en arrière. Il faut que les Maliens prennent conscience de cela. Les nations européennes, chaque fois que leur nation est en danger, ils font bloc. Mais ils arrivent toujours à nous diviser. Je voudrais donc appeler à l'attention des uns et des autres. Le monde des affaires a un rôle important à jouer.
comme je l'ai dit, lorsqu'on a pris le fameux embargo, à la suite duquel ils avaient prévu que le gouvernement de transition va tomber dans une semaine. Mais le peuple malien a dit non. Les hommes d'affaires maliens ont montré leur capacité de résistance, ont montré leur patriotisme, ont montré leur résilience. Et pourtant, c'était une mesure politique qui a été prise. Mais c'est le monde des affaires qui a dit non. Le ministre de l'Industrie et du Commerce vient de vous développer que des pays qui nous parlent d'état de droit, quand ils veulent faire tomber un régime, ils mettent le droit entre parenthèses. Nulle part, toutes les sanctions qui ont été prises contre le Mali sont des sanctions illégales. C'est pourquoi elles n'ont pas pu prospérer à l'ONU d'ailleurs. Il n'y a que les Africains, comme j'appelle les nègres de service, qui se sont mis à voter les yeux fermés des instructions qu'on leur a données d'ailleurs. Et d'ailleurs, leur maître s'est moqué d'eux parce qu'un jour, il dit que lui va s'adresser à eux pour sanctionner les Maliens. Vous savez de qui je parle. Tout le monde l'a entendu. Ah, je vais toucher tel président. Quand il y avait le sommet de la CEDEAO, les Maliens apprenaient déjà les conclusions avant que le sommet ne se tienne. Parce que ces conclusions venaient d'ailleurs. C'est à ce système que nous avons décidé de mettre fin au Mali. Et je voudrais vraiment que les pays, les Maliens, disons, comprennent. Les hommes d'affaires, les affaires ne peuvent marcher que dans un état stable. Quand votre vie est menacée, vous ne pouvez pas faire les affaires. Or, ce qui était prévu pour le Mali, c'est l'insécurité généralisée. Et que quelques personnes qui sont riches prennent leur argent, ils vont investir chez eux, ils quittent le Mali. Parce qu'il y a des gens qui ont 3 ou 4 passeports, hein, et ils sont dans de hautes fonctions régaliennes de l'État, ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères. Le jour où ça ne va pas, ils vont dans le pays de leur choix. Cette situation, les Maliens ont dit non. Et grâce à notre armée, aujourd'hui, nous avons besoin de faire l'union sacrée autour des autorités de la transition. Avec côte à côte, la société civile, les hommes d'affaires, le secteur privé, pour que notre pays recouvre son intégrité territoriale, sa souveraineté totale. Deuxième étape, organiser des élections et avoir des dirigeants légitimes, véritablement patriotes. En ce moment, les affaires vont aller. Tous les débats que nous menons là sont très justes. Moi, j'ai écouté les 2 conférenciers qui ont brossé l'histoire du Mali de façon extrêmement brillante, qui ont fait beaucoup de références historiques. Celui qui a parlé, on dit Modibo Mao Makalou, mais il est né dans les années 60. Le président du Mali s'appelait Modibo. Je suis sûr que c'était un homonyme à Modibo. Et c'était le moment où c'était le socialisme. Mao, ce n'est pas venu du hasard. Mao, ce n'est pas un nom africain. C'est sûr que c'est à l'honneur de Mao que son père lui a donné le nom. Donc ça, c'est une partie de notre vie. Il faut que nous tirons les leçons de tout cela. Il a parlé de la CMDT. Les cadres maliens voulaient faire vendre la CMDT. C'est ATT qui a dit non. Moi, je fais partie, je suis allé le voir la nuit, la veille de la décision. J'ai dit, président, n'acceptez jamais que la CMDT soit vendue. Mais la majorité des cadres avaient dit de le vendre. Aruna Nyang, il est là. Il m'a accompagné dans plus de 20 missions à l'extérieur. J'ai voulu faire venir ici les meilleures variétés de canne qu'il y a dans le monde. 40. Les expérimenter au Mali. Avec l'eau, le soleil et les terres de l'Office du Niger. Pour que le Mali devienne le premier producteur de sucre en Afrique de l'Ouest. La CEDEAO, on était là-dedans. C'était un marché de 250 millions d'habitants. On n'avait pas besoin d'exporter ailleurs. On a fait venir un spécialiste qui a fait 3 ans d'expérimentation pour sélectionner les cannes les plus sucrées au monde. Mais on a fait une combinaison avec des cadres ici. À la dernière minute, on les a renvoyés. Et ça m'a rappelé quelque chose que le président Moussa Traoré m'a dit. Il m'a dit toutes les grandes œuvres qu'il a pu faire au Mali. Les barrages de Sélengue, de Manantali, les autres. C'est quand il est allé contre la volonté de certains cadres qui sont manipulés de l'extérieur. Lorsqu'on a découvert l'or en quantité dans le pays. Mais la Chine devait venir ici.
pour construire le barrage de Sélengué et le barrage de Taoussa. En contrepartie, c'était l'or du Mali qui devait avoir. Les Chinois étaient venus, mais on les a chassés du Mali après pour donner l'or à des sociétés privées étrangères. Les Soviétiques étaient venus pour faire 200 000 hectares à l'office du Niger, transformer l'usine de Markala en une usine de fabrication de toutes les armes que les Russes vendaient en Afrique. Ils sont venus, tout a été construit, même la maison du général qui devait diriger l'usine. On a amené tout pour faire les aménagements de l'office du Niger, des milliers de tonnes de ciment, de fer. Mais on les a tous chassés du Mali après, parce qu'on a des régimes démocratiquement élus. Donc c'est eux qui donnent le label démocratique. La démocratie, c'est en fonction des intérêts de notre peuple. Ce n'est pas en fonction des parfums qu'on donnerait dans un avion qui viendrait d'un pays étranger. Vraiment, c'est ce que je voulais vous dire. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes sur une pente raide. Nous sommes dans un corps à corps à mort contre les ennemis du Mali. Et ils veulent se servir de certains Maliens. Ça ne marchera pas. Nous allons gagner cette bataille comme nous avions gagné la première, détricoter cette histoire des forces internationales qui était là uniquement pour nous tromper. Voici en gros les messages que je voulais vous faire passer. Et féliciter encore les Réaos, parce que vous donnez l'occasion aux Maliens de se parler, de faire l'histoire, de nous préparer à l'avenir. Le Mali est un pays traditionnellement commerçant, un pays privé depuis des siècles. On ne peut pas reconstruire le Mali sans l'apport du privé. Mais dans le sens que nos deux experts ont développé, en tirant les leçons de ce qui s'est passé dans notre pays pendant les 60 dernières années. C'est en gros ce que je voulais vous dire et vous remercier encore d'avoir pensé à inviter le gouvernement de participer très activement à cette cérémonie qui nous est très utile pour vous expliquer certaines choses, qui vous est très utile aussi pour nous entendre. Il y a beaucoup d'amis ici, des ambassadeurs que vous avez invités. Je suis sûr que ce discours-là, beaucoup n'ont pas eu l'occasion de l'entendre, mais c'est ça la réalité. Parce qu'on n'a pas tous les jours l'occasion de parler comme ça. Je voudrais vraiment profiter de cette situation pour vous expliquer ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Merci bien.